La saison est lancée, le moment l'exige, les circonstances, le contexte aussi. Il faut déjà projeter la rentrée scolaire prochaine, entrevoir toutes les possibilités et éventualités. En rapport avec cette préoccupation, les établissements bancaires proposent à leurs clients un produit nommé crédit scolaire qui cherche preneur et qu'ils distribuent sans retenue pourvu que vous ayez un compte courant dans la banque de votre choix. Comme des petits pains au lait, ce produit se positionne auprès des clients comme une balle de shérif, du moins pour ceux qui y ont construit leur plan. Le crédit scolaire est une opération rapide et efficace. Comment s'en détourner lorsque sa propagande est lancée? Comme son nom l'indique, c'est un argent dédié à la scolarité des enfants pour ces parents-là qui peinent à joindre les deux bouts avec ces salaires que nous connaissons tous pour les charges de ces familles nombreuses. Comme le mercato pour les joueurs, le crédit scolaire est donc pour les banques une saison de vente d'argent, pour le dire plus simplement. Une haute saison d'ailleurs si l'on s'en tient à ces milliers de salariés qui saisissent sans hésiter cette opportunité comme leur joker. C'est le moment ou jamais. Une opération bien étudiée qui ne rate pas sa cible. Elle dure, pour ce qui est du remboursement, une dizaine de mois, moyennant un petit intérêt dont le pourcentage varie selon la banque. C'est du vite fait et on recommence le processus l'année suivante. Autant la banque se frotte les mains au terme du contrat annuel, les clients de ce sésame s'en sortent dans leurs charges scolaires sans stress. Le partenariat est visiblement gagnant-gagnant, même si le remboursement de ce crédit ne se fait sans grincement de dents chez les clients dont le salaire mensuel est forcément diminué du fait du prélèvement automatique alors que leurs charges sont restées les mêmes. Pas facile de s'en sortir, l'engagement les tient par la gorge. Certains, un peu malins, courent retirer tout leur salaire lorsqu'il est payé avant le passage de la disquette qui prélève la traite, jouant au chat et à la souris avec la banque. Sauf que la banque finit toujours par récupérer son argent. Les répercussions de cet engagement sont douloureuses, mais que faire? Certains se résignent à dire « mouiller, c'est mouiller ». C'est une corde qu'on se met en fait soi-même au cou et il faut résister pour ne pas en mourir. Comment comprendre ce produit de la banque qui aide tout en faisant du mal? Qu'est-ce qu'il cache véritablement? Comment sortir de cet engrenage puisque c'en est un? Pour ces nombreux clients qui ne savent plus comment faire, nous avons la curiosité de comprendre cette action sociale entre guillemets des banques en direction de leurs clients pour qui pourrait nous apporter une réponse. Nous avons bien heureusement dans ce studio comme invité Monsieur Yves-Alain Sequet qui est consultant en management financier. Il va certainement nous apporter quelques réponses à notre questionnement. Bonjour Monsieur Sequet et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Virginie, je suis content que vous ayez pensé à moi et puis ça sera l'occasion pour les auditeurs d'en apprendre plus sur la question financière en général et sur la question bancaire. D'accord, allons droit au but. Quelle est l'impression qui se dégage tout de suite? C'est vraiment un très bel exposé, mais tel que vous l'avez traité, c'est voir un peu la solution bancaire ou les banquiers un peu comme des rapaces, mais c'est pas toujours le cas parce que même si certaines banques ou microfinances peuvent avoir des pratiques vicieuses, il n'en reste pas moins vrai que ça répond à un besoin. Ils ont constaté qu'effectivement, il y a des difficultés dans beaucoup de ménages de pallier à cette charge scolaire et proposer ce produit de crédit scolaire. Alors, nous avons parlé d'un partenariat gagnant-gagnant. Vous allez nous expliquer si c'est cela. Le crédit scolaire, c'est quoi exactement? Est-ce que c'est une action sociale de la banque? Comment qualifier cette opération? Les banquiers, c'est d'abord des commerçants. C'est pas parce qu'on règle un problème, c'est pas parce qu'on a trouvé une solution que forcément on ne doit pas réaliser les bénéfices. Non. Socialement, ils n'auront pas été des sociétés anonymes ou des salles, non. Ou des coopératives, ils auraient été des associations, je sais pas trop quoi. Sauf que le client trouve son compte. Honnêtement, j'ai pas le même regard. Dites-nous quel est le vôtre. Trouver le compte, ça peut être de façon momentanée et ponctuelle. La question du crédit en général et du crédit scolaire trouve sa réponse dans votre capacité d'épargne. Donc, en allant chercher un crédit pour gérer l'école de l'enfant, c'est comme si vous prenez votre propre argent en avance.
que vous êtes censé avoir épargné. Donc, c'est censé venir régler un problème, mais la vérité, c'est que vous perdez une année d'épargne et vous devez vous retrouver en train de vous conditionner 2 fois plus pour pouvoir épargner. Dit autrement, le parent qui a échoué cette épargne, peut-être parce qu'il a épargné pour la maison, il a épargné pour autre chose, la santé, je sais pas trop quoi, qui a échoué cette épargne, c'est pour ça qu'il se retrouve bloqué le jour J et il va chercher un crédit. On va vous donner donc le crédit, vous réglez la situation, mais la vérité c'est que vous n'avez pas épargné pour mériter ce crédit. C'est ça. Donc du coup, l'année prochaine, vous avez parlé de cercle vicieux un peu dans votre... Oui. Vous vous retrouvez donc dans ce cercle vicieux parce que en fait, la dette que vous prenez, c'est pour régler une non-épargne d'une année précédente. C'est ça. Donc du coup, si vous ne comprenez pas que vous devez travailler à l'épargne 2 fois plus l'année qui suit... C'est un engrenage finalement. Oui, parce que généralement, avec les pourcentages... Vous savez, en termes de finances, le cerveau joue beaucoup de tours. Ce n'est pas parce qu'on a mis 100 000 à l'épargne qu'on a effectivement épargné 100 000. Parce que quand on va prendre cette épargne et que tout de suite on rembourse 50 000 francs de dette, ce n'est pas l'action d'épargner qui garantit l'argent qu'on a réellement dans nos poches. Et c'est à peu près le même système. Ça joue des tours parce qu'on nous a donné du crédit, parce qu'on a dit on va couper dans le salaire. On ne s'est pas préoccupé de savoir notre vrai volume d'épargne. Puisque nous vous avons ici, dites-nous qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir véritablement. Savoir identifier son vrai volume d'épargne. On recense nos charges, on recense nos envies, nos besoins et on va arriver à cette déduction que mon vrai niveau d'épargne, c'est tel montant et on s'organise en fonction de ça. Tout traitement des dettes futures ou présentes trouve sa solution dans notre capacité d'épargne. Parce que lorsqu'on va chercher du crédit, je le répète, c'est un peu comme si c'est votre propre argent que vous partez prêter avec intérêt même. C'est ça. Simplement parce que vous voulez justement satisfaire un besoin actuel. Donc, c'est le seul vrai avantage de la dette, c'est de savoir que on est venu régler un problème actuel, que si on attendait beaucoup de mois pour économiser cet argent. Mais si on n'a même pas la possibilité d'économiser le niveau de cet argent, c'est clair que la dette là sera plus nocive qu'autre chose. Il y en a pour qui c'est devenu un piège, pratiquement. C'est un peu comme ceux qui consomment de la drogue. Ils ne s'en départissent pas. Qu'est-ce que vous conseillez à ceux-là qui sont dans cet engrenage et qui ne savent plus comment en sortir? On est obligé de passer par la méthode d'électrochoc, transparence totale, choqué. Et généralement, on présente les conséquences. J'ai eu un parent, c'est vraiment un exemple, qui, pendant des années, il a utilisé le crédit bancaire pour envoyer l'enfant à l'école. Mais quand l'enfant a eu l'âge de l'université, il n'a qu'un mauvais souvenir de son papa par rapport à ce crédit. Parce qu'après ce crédit, on ne mangeait pas bien à la maison. Du coup, il ne voit pas le sacrifice que papa a fait. Parce qu'au final, lui, ça lui donne que de mauvais souvenirs, le crédit bancaire. Donc la solution, c'est vraiment se concentrer sur soi, connaître sa capacité et son volume d'épargne en fonction logiquement de son revenu et à partir de là faire des choix de consommation parce que tout va de là. Ça vous l'avez dit, mais pour celui qui y est déjà, qu'est-ce que vous lui demandez de faire? Généralement, les solutions que je propose, c'est un désendettement progressif. Concrètement, on va identifier ses choix de consommation. Qu'est-ce que j'appelle les choix de consommation? On banalise, mais peut-être le niveau de ton salaire, c'est l'école de 200 000 francs. Mais inconsciemment ou peut-être par besoin ostentatoire ou imitation, on a fait le choix d'une école de 400 000 francs qui ne correspond pas à notre revenu et à nos dépenses tout simplement. Donc le désendettement va consister à faire des choix de consommation qui correspondent vraiment à notre réalité financière, à notre salaire, à l'ensemble de nos revenus. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, on va travailler sur des concepts de discipline financière et j'en passe. Vous êtes un consultant en management financier. Comment vous qualifiez cette opération des établissements bancaires? Vous n'encouragez pas cela, il me semble. Que vous le vouliez ou pas, ça va plus dans l'intérêt de la banque que du client. C'est un fait. Eux, ils sont dans leur droit parce que je peux les comprendre. Louer des gros bâtiments, c'est pas évident. C'est des commerçants. Vous n'allez pas les demander de faire du social alors qu'eux-mêmes, ils ont des bénéfices et des chiffres d'affaires à réaliser. Donc, ils sont dans leur bon droit. Mais j'en veux parfois les gestionnaires qui n'informent pas totalement le client sur les tenants et les aboutissants. Pour les auditeurs qui nous écoutent, vraiment demander toutes les informations utiles. Par exemple, les pourcentages. Généralement, les gestionnaires les expliquent de façon vague. Et parce que le client a le besoin d'argent, il ne s'appesantit pas. Non, on doit vous expliquer, on doit même vous montrer la méthode de calcul. Comment ça se fixe Voilà, d'ailleurs. exactement. Et le gestionnaire est là pour ça. Vraiment, si c'est un gestionnaire qui était bien formé, il a le droit d'être totalement transparent. Le système bancaire joue beaucoup sur la cupidité des hommes. Et dans le métier, ça se dit même qu'en fait, la banque vit de la cupidité. Parfois même, les gens n'ont pas besoin
de crédit scolaire. Et finalement, il se retrouve dans les problèmes parce qu'il pensait avoir très bien calculé, il pensait avoir enfloué la banque alors que c'est pas le cas. Vraiment, dès qu'on comprend ces informations, l'idée c'est pas de se couper de la banque, c'est qu'on a une meilleure approche quand on va voir le banquier. On sait exactement ce qu'on veut, on sait comment on le veut et à partir de là, on va mieux prendre en compte les critères d'éligibilité qu'on nous donne avant de passer à la décision. Est-ce que vous avez un dernier message à l'endroit de ceux qui vous écoutent? Que ce soit les clients, que ce soit les banquiers, qu'est-ce que vous leur diriez? Tout simplement, soyez formés, soyez informés et c'est pour cela que le cabinet existe. On essaye de sensibiliser au quotidien. C'est pas évident parce que justement, dans ces salaires qui sont déjà difficiles, quand un papa va encore trouver qu'il doit te donner 10 000 francs de consultation, il voit ça très lourd. Or, 10 000 francs de donner, c'est parfois 300 000 francs de sauver. Je les incite toujours à comprendre ça plus comme un investissement que comme autre chose. Donc, informez-vous. Formez-vous et comprenez que tout gestionnaire a le droit d'être totalement transparent sur les critères d'éligibilité, les conditions, etc. Voilà, nous espérons que le message est passé. Monsieur Yves-Alain Sequet, consultant en management financier, nous vous disons merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.